c'est les méthodes de génocide rwandais. Parce que le génocide, la méthode c'était tuer atrocement, faire mal, faire disparaître. Que de prétextes fallacieux soutenus par une rhétorique mensongère, systématiquement détricotés par la RDC. Aujourd'hui, s'il y a une vague de Hutus au Congo, ce sont des gens qui ont été rapatriés, recyclés, qu'on renvoie au Congo parce qu'il faut justifier la présence de ces gens-là au Congo pour donner prétexte à Kagame d'être... Quand vous dites recyclés, donc, ils ont été formatés au Rwanda et renvoyés au Congo avec une mission. Oui. 30 ans, ça suffit. À suivre ce dimanche à partir de 21h juste sur la RTNC. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Tout de suite, magazine. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces grands plateaux. 30 ans de guerre et d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça suffit, les Congolais en ont marre, les Congolais sont déterminés et mobilisés pour mettre fin à ce cycle de violence qui n'a que trop duré et qui a fait de l'Est de la République démocratique du Congo les vents très mous du pays. Et sur le plan sécuritaire, vous aurez donc droit à une série d'émissions consacrées sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et aussi dans la région des Grands Lacs, les nouveaux développements ou le développement de la situation sur le terrain, ainsi que les perspectives pour faire de la RDC cette puissance au cœur de l'Afrique. Pour justement aborder toutes ces questions, nous avons invité pour vous dans cette première émission, dans cette émission numéro 00, les professeurs Isidore Ndayuel, un historien congolais des renom. Bienvenue professeur sur ce plateau. Merci beaucoup. Et juste à sa droite, nous avons approché Madame Béni Nézé, qui est experte au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. C'est moi qui vous remercie. Et à ma gauche, j'ai approché un homme à ne plus présenter parce qu'il évolue dans les milieux des journalistes. Il est professeur, il s'agit du professeur José Adolphe Voto, il est professeur des communications. Bienvenue professeur. Bonjour, merci pour l'invitation. Et juste à sa gauche, nous avons invité pour vous Moïse Moussangana, il est journaliste, analyste politique également. Bienvenue Moïse. Merci pour avoir fait appel à ma modeste personne. Merci, nous allons prendre cette première question. 30 années
de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, pratiquement 3 décennies, 30 années également d'instabilité, 30 années des génocides rwandais. Professeur Isidore Ndayuel, est-ce qu'il y a une corrélation? Bon, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, dire un mot sur la région des Grands Lacs et ensuite répondre à la question, à cette corrélation. Allez-y. La région des Grands Lacs, nos compatriotes doivent le savoir, est une région vraiment spéciale en Afrique. Spéciale, nous le savons, d'abord par la géographie. Vous savez que c'est une région montagneuse, des montagnes qui ont toujours attiré du monde, puisque déjà au XVIIIe siècle et XIXe siècle, les grandes puissances européennes se sont partagées ces montagnes. On a donné à l'empereur Guillaume d'Allemagne le Kilimandjaro, on a donné à la reine Victoria les monts Kenya, et à Léopold II, on lui a donné le Rwenzori et Pic Marguerite. Donc c'est vraiment déjà ces premiers éléments qui ont attiré. Et il faut savoir que c'est une région à forte démographie, c'est une région où il y a une saturation démographique, et cette démographie est d'origine historique, c'est-à-dire que ce n'est pas récent. Ça a toujours été pratiquement cela. Au demeurant, si on dit que l'Afrique, c'est en Afrique que se trouve l'origine de l'humanité, c'est spécialement à cause de la région des Grands Lacs. Parce que c'est là qu'on a trouvé les ossements les plus anciens, que ce soit en Tanzanie, au Rwanda, Burundi, voire même en RDC. L'os d'Ishango, c'est en RDC. Alors, donc c'est une population extrêmement ancienne, et cette population, il faut le savoir, il faut expliquer aussi ça très bien, parce qu'ils vivent une ethnicité particulière. Chez nous, une ethnie se caractérise par un territoire ethnique bien précis, une langue, un parler et des institutions sociales et politiques. Là, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle de la distinction entre Tutsi, Hutu et toi, c'est d'abord des gens qui parlent la même langue, Kinyarwanda. Ce sont des gens qui habitent dans les mêmes villages, mais il n'y a pas de village. Là-bas, ce sont des collines, qui habitent dans les mêmes collines. Ce sont des gens qui sont même liés par des relations claniques. Et c'est quand même paradoxal, des ethnies qui parlent la même langue. Ils parlent la même langue. Et c'est ça, il faut que les Congolais comprennent que c'est différent. Ils parlent la même langue, ils habitent les mêmes villages, ils ne se distinguent que par l'activité. Rien que par l'activité. Les uns sont agriculteurs et d'autres sont éleveurs. C'est ça, c'est la simple distinction. C'est une distinction qui a l'air banale, mais qui est extrêmement grave parce que les deux activités ne vont pas ensemble. Les agriculteurs, progressivement, ont été amenés à se confiner dans les territoires où ils font de l'agriculture et pas aller au-delà parce que le reste du territoire, c'était des pâturages qu'occupent les éleveurs. Et les éleveurs ont souvent des milices, parce qu'il y a souvent conquête, razzia, on va chercher du bétail ailleurs, on vole du bétail, donc il y a souvent des guerres entre eux. Et dans cet exercice, les éleveurs ont eu l'habitude de se faire accompagner des esclaves qui portaient les armes. C'est pour ça que le terme Hutu n'est même pas un nom ethnique. C'était simplement une manière de dire l'esclave, le porteur d'armes du Tutsi. Parce que le Muhima, c'est vraiment celui qui a beaucoup de troupes et de troupeaux. Et le Tutsi, c'est une catégorie spéciale.
C'est ça, c'est le départ de tous ces noms. Professeur, je ne vous interromps pas. On parle plus de Tutsi, on parle plus de Hutu, mais on ne parle pas trop souvent de Tois. Des Tois existent. Les Tois, ça se retrouve dans toutes nos régions de l'Afrique centrale. On les appelle les Tois, les Tchoua. Depuis le Cameroun jusque chez nous, ils portent toujours le même nom. Pour faire bref, on a dit que ce sont des pygmées, mais maintenant on dit on ne veut pas de ce terme, on parle des autochtones. Mais c'est une population très ancienne, absorbée maintenant par nos différentes populations. Justement pour parler, parce que cette année, le Rwanda commémore le 30 années du génocide rwandais. D'ailleurs, Paul Kagame et d'autres Rwandais qualifient de génocide Tutsi, du peuple Tutsi. Dites-nous un peu, quels ont été les éléments déclencheurs de ces génocides qui a aujourd'hui une incidence dans la partie est de la Russie? En fait, ce que nous allons connaître en 1994, ça va être un génocide rwandais sans distinction entre ceux qui sont au pouvoir et qui ne le sont pas. Vous savez que peu avant, il y avait eu des réconciliations et il y avait eu déjà des pouvoirs où il y avait et les Tutsis et les Hutus. Mais je voudrais dire que ce phénomène a une antériorité importante qu'il faut bien saisir. C'est-à-dire que nous sommes dans une victimisation progressive et réciproque. Lorsque nous sommes pendant la période coloniale, ce sont je viens de le dire, ce sont les éleveurs qui dominent. Et les autres sont considérés comme des esclaves. Donc nous sommes là déjà dans une féodalité, entre guillemets, qui a existé dans la région. Et lorsque le colonisateur arrive, impressionné par les montagnes, impressionné également par la région, ils ont cru qu'on arrivait à on retrouvait un résiduel de la population, je dirais presque de l'Antiquité. De l'Antiquité. Au point même que on va croire que c'est sûrement des gens qui viennent de très loin. Et il va y avoir cette distinction où on va dire les Tutsis proviennent certainement de l'Asie, ce sont des Hamites, terme qui est déjà très faux, et tandis que les Hutus, c'est des populations autochtones qui sont sauvages, qui n'ont aucune culture, voilà. Donc on va accentuer ce clivage entre les deux groupes, tant et si bien que toute l'instruction mettra l'accent sur les Tutsis et pas les Hutus. Et on va même faire en sorte que les Bami, les Mwami, Hutus, soient remplacés à la tête des royaumes qui existaient, et donc des chefferies, par des Bami Tutsis. Donc, les Hutus ont donc vécu la première victimisation. Mais cette opération s'arrête par une prise de conscience qu'ils prennent pendant la période coloniale, puisque déjà en 1957, on publie ce qu'ils appellent le manifeste du Mobutu. Et en 1959, le 1er novembre 1959, nous vivons la première, je dirais le premier pogrom, la première tuerie massive des Tutsis par les Hutus, qui prennent conscience qu'ils doivent maintenant exercer leur droit d'être les plus nombreux. Donc nous assistons donc maintenant à un changement. Et le roi, le Mwami Mutara qui venait de mourir, son successeur Kigeri V va être éjecté, et c'est finalement la République qui est proclamée. Et le 1er juillet 1962, lorsque le pays devient indépendant, c'est plutôt un président de la République et plus le roi. Donc Grégoire Kayibanda est donc le grand leader Hutu qui prend le pouvoir. Alors les Tutsis qui ont été chassés
sont partis au Burundi, en Ouganda, mais essentiellement au Congo. Ainsi donc, de 1959 jusqu'à 1974, nous allons vivre longtemps avec des réfugiés Tutsis. C'est important de le dire parce que les gens croient que nous n'avons accepté, vu, reçu que les Hutus. Mais pendant très longtemps, ceux avec qui nous avons surtout vécu sont les Tutsis. Mais je dois dire que les Tutsis ont fait la guerre plusieurs fois. Ce n'est pas seulement en 1994, plusieurs fois, en 61, en 63, en 67, chaque fois pour reprendre le pouvoir, mais chaque fois ils sont renvoyés, battus, et il y a des tueries importantes. Et en 1973, c'est un autre Hutu qui renverse un autre Hutu. Donc il y a Habyarimana, qui est le ministre des Affaires étrangères. Le président Habyarimana qui est finalement été mort dans un crash d'avion. Voilà, qui prend le pouvoir et qui renverse l'autre Hutu qu'est Grégoire Kayibanda. Mais il va vivre la même chose et chaque fois il aura à faire face aux Tutsis qui reviennent. Donc lorsque nous arrivons aux années 90, maintenant c'est un tout autre phénomène, c'est qu'il y a une conjoncture internationale qui a complètement changé et maintenant l'opération, je dirais saisonnière des Tutsis pour reprendre le pouvoir va enfin connaître du succès et c'est ce qui va arriver à l'avènement de 1994. Voilà un peu l'historique de ça. L'avènement de 1994, professeur José Adolphe Voto, quels sont les autres éléments déclencheurs de ces génocides? La RDC souffre aujourd'hui de sa bonne foi parce que à l'époque, le Zaïre avait ouvert un couloir humanitaire qui a accepté que le Rwanda puisse déverser tous ses réfugiés. Plus de 2 millions de réfugiés se sont installés dans l'Est et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'instabilité. Mais je voudrais revenir sur le rappel historique qu'a fait le professeur tout à l'heure. Il est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En fait, je peux m'exprimer en termes de causes lointaines. L'attitude de la communauté internationale, particulièrement de l'Occident aujourd'hui vis-à-vis du Rwanda, qui est culpabilisé, qui caresse la Kigali dans le sens du poil, ça remonte déjà dans ces années-là, au siècle passé. Le Rwanda, c'est d'abord, le Rwanda comme le Burundi, c'est d'abord un territoire occupé par l'Allemagne. Et dans ces années-là, déjà, avec la Première Guerre mondiale, c'est déjà l'élan de la race aérienne. Donc, l'Allemagne, les Allemands, les colons allemands, transposent un peu ce qu'eux, ils conçoivent en Occident vis-à-vis de ce peuple-là qu'ils découvrent. Que ce soit les Allemands, que ce soit les Belges qui arrivent au Rwanda, ils voient toujours par rapport à eux. Les Allemands pensent qu'entre le Hutu et le Tutsi, il doit y avoir une race qui est supérieure. Alors que ces deux, comme le prof l'a dit, ces deux communautés vivaient ensemble. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était possible de passer de Hutu à Tutsi. Parce que dès lors qu'on peut changer d'activité économique, on peut devenir riche, on peut acquérir des vaches, et on devient Tutsi. Donc la différence entre les deux communautés, c'était au niveau plus des activités. Des activités que au niveau de l'ethnie essentiellement. Alors, déjà, en 1931, les Belges vont encore aller plus loin. Ils vont carrément établir une carte d'identité où sur la carte d'identité, on doit spécifier clairement on est soit Tutsi, on est Hutu, toi. Et ça a beaucoup joué lors du génocide de 1994. Parce que les gens étaient identifiés de telle ethnie à travers les cartes. Contrairement à nous au Congo, il n'y a pas sur ma carte d'identité, on ne marque pas mon ethnie. Et ça a beaucoup joué. Et donc, les Occidentaux qui ont colonisé cette région, ces pays-là particulièrement, ont entretenu une certaine ségrégation dont est victime pendant longtemps le Hutu. Mais comme l'a dit le prof, ce sont plus les Tutsis qui ont étudié et qui ont des postes de responsabilité. Mais quand le vent de l'indépendance arrive, évidemment, ce sont les intellectuels Tutsis
commencent à réclamer l'indépendance. Et c'est à ce moment-là que les Belges vont faire une alliance maintenant avec les Hutus. Voyez-vous? Maintenant, les Belges, les colons commencent à soutenir les Hutus, moins revendicateurs, moins instruits. Et ça donne l'opportunité aux Hutus de remonter et de prendre leur revanche sur les Tutsis. Avec l'indépendance, ce sont les Hutus qui se repositionnent, créant de frustration. Et déjà à cette époque, aujourd'hui on parle de génocide, mais déjà à cette époque, vers les années 59-60, les tueries ont commencé contre les Tutsis. Il y a plusieurs vagues de Tutsis qui vont quitter le Rwanda pour les pays étrangers, comme le prof l'a souligné. Merci. Nous allons donc continuer. Moïse Moussangana, vous avez ajouté quelque chose parce que je ne sais pas si les péchés de la RDC, jadis Zaïre, c'est d'avoir ouvert grandement les frontières aux réfugiés rwandais qui fuient les génocides. Et aujourd'hui, c'est le prétexte pour Kagame et ses acolytes de mener une guerre d'agression RDC. Non, je voudrais rectifier un peu. La RDC, anciennement Zaïre, n'a jamais ouvert ses frontières. Mais c'est par la force des choses que les gens sont passés de l'autre côté. Donc, vous allez voir même, quand vous lisez les livres de Nana, Holocauste au Congo, pendant que les Rwandais situent entre eux chez eux, on a fermé la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, entre le Rwanda et le Burundi. On est en train de pousser les gens vers la frontière zaïroise à l'époque. Il y avait une forte pression de la communauté internationale, même oui, si à l'époque, oui, Kengo Adondo était dubitatif, ne voulait pas. Nous n'avons pas compris quelque chose. Ça veut dire que quand les Rwandais situaient déjà là-bas, c'était le premier épisode de ce que nous sommes en train de connaître ici. Parce qu'on a dû greffer sur les génocides rwandais tous les agendas qui aujourd'hui se manifestent. Le pillage de ressources, ces sentiments-là de vouloir depeupler le Congo pour laisser la place aux autres qui sont en train de venir. Donc il y a des choses que nous n'avons pas peut-être comprises. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que ça suffit. C'est ça même le thème de cette série d'émissions qui va... 30 ans de guerre, d'instabilité dans l'Est de la RDC, ça suffit. Il faut dire déjà que même... il y a une certaine élite occidentale qui a commencé à changer. Vous savez qu'à l'occasion du 30e anniversaire du génocide rwandais, il y a eu une fuite à l'Élysée d'un discours que devait lire le président Macron, où pratiquement... Quelle année les contenus, justement? Oui, c'était juste des génuflexions pour dire que non, voilà, la France, avec ses amis occidentaux et africains, pouvait arrêter ces génocides, mais elle n'a pas eu de la volonté. Mais il y a eu un problème parce que, directement, il y a eu les militaires qui s'en sont mêlés, notamment le général Lafourcade, ou Lafourcade, je ne sais pas, qui est intervenu pour essayer un peu de faire revenir les autorités françaises à la raison par leurs attitudes de courbettes et même de genuflexions. C'est ainsi que le message qu'a donné le président français le 7 avril, c'est un autre message. Donc aujourd'hui, il y a une élite occidentale qui est en train de dire que trop c'est trop, on a caché la vérité pendant longtemps, il faut qu'on en sorte. Mais si les Occidentaux, dont le gouvernement, ont entretenu, couvert tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui comme mal, et pourquoi nous devons nous taire? Voilà, c'est pourquoi je salue le ministère pour avoir pris cette initiative, le gouvernement, je voudrais dire, pour avoir pris cette initiative de telle manière que les Congolais sachent qu'est-ce qui se passe chez eux, d'où c'est venu, comme le professeur Ndayuel a essayé un peu de retracer les choses, et que nous prenions conscience pour voir vers quelle perspective on est. Merci à Moïse Moussangana. Béni Nézé, c'est l'unique femme sur ce plateau. Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire à donner par rapport à tout ce que vous avez suivi? Ça fait 30 ans, la RDC, dans la partie orientale, bien sûr, la partie Est, vit une situation déplorable, la guerre, nous imposée par le voisin, notamment le Rwanda. Et
30 ans d'instabilité en RDC et 30 ans des génocides au Rwanda qui est en train d'être célébré avec faste. Nous avons vu des personnalités défiler à Kigali et aller s'incliner devant les mémorials. Et en RDC, plus de 10 millions de morts, sous silence pratiquement, 500 000 femmes violées. Et au Rwanda, si on parle de génocide, c'est 800 à 1 million de morts. Avant de parler de ça, j'aimerais revenir un peu en arrière par rapport à ce que le professeur venait de présenter. Quand le professeur présentait, j'ai essayé de voir de 1959 à 1974, ça faisait 24 ans, qu'il y avait le Tutsi au Congo, que le Congo avait accueilli les Tutsis et qu'il n'y avait pas de problème. Cohabitation pacifique. Cohabitation pacifique, pendant que le Tutsi tentait à chaque fois, comme le professeur l'a énuméré, de revenir au Rwanda, mais ça ne tenait pas. De revenir au Rwanda, mais ça ne tenait pas, jusqu'en 1994, où on vient de parler de cette entrée massive, soutenue par la communauté internationale. Ça veut dire que le Congo n'avait pas de choix. À cette époque, le Zaïre, on l'a demandé d'ouvrir, on lui a donné l'ordre d'ouvrir ses portes. C'est bien d'ouvrir ses portes, mais il faut voir qui devait passer. Hommes, femmes, chèvres, vaches, sans oublier des hommes armés jusqu'aux dents. Ça, c'est en 94. Ça, c'est en 94. Avec, au vu aux yeux de la communauté internationale. Mais, à cette époque-là, certains politiciens d'Isaïr, comme Kengo Adondo, comme tout le monde s'est posé la question, pourquoi ça? Mais aussi, comme j'ai toujours l'impression qu'au Congo, nous sommes tellement naïfs qu'on n'entrait pas en détail. On s'est dit, ah, c'est rien. Et à cette époque, vous allez vous rendre compte que c'était un problème rwandais qui vient chez nous, pensant qu'après qu'on ait ouvert des portes, ça sera fini. Mais on se rend compte que de 1994, on y va, 95, 96, 97, des personnes qui sont entrées par la frontière de Gisenyi, si je dois préciser, par le nord Kivu, mais qui sont poursuivis jusqu'à Kisangani. On se pose la question. Mbandaka, s'il faut voir le port de l'autre côté, en Mbandaka, il y a eu des massacres le 13 mai 1997. Et on se pose la question, c'est maintenant un problème rwando-congolais ou c'est un problème rwando qui devient au Congo? Ça veut dire à un moment donné, le Congo devient le terrain de foot, le terrain de massacre. Et là, on ne sait pas distinguer dans ces massacres-là qui est militaire à cette époque-là, qu'on appelait génocidaire ou tout. Mais là, on est en train de massacrer et femmes, et enfants, et femmes enceintes. Et aujourd'hui, 30 ans après, ce ne sont plus les Tutsis qui étaient entrés au Congo, mais les Hutus. Et là, on peut parler de génocide rwandais. Ça veut dire des Hutus qui sont morts, des Tutsis qui sont morts, et de toi, parce que 1%, la population rwandaise, si je dois détailler, je dirais que 85% ou 84% est constitué de Hutus, 15% constitué de Tutsis, et là 1% de toi. Et à un certain moment, on se pose la question. S'il faut voir aujourd'hui à Kouiboka, et qu'on peut parler que de Tutsis sont morts, on n'en disconvient pas, il y a eu génocide. Et nous tous, nous ne pouvons pas applaudir cela. Si je comprends bien, donc c'est erroné de dire que c'est le génocide des Tutsis. C'est un génocide rwandais, donc y compris les Hutus et les Tois. Et ces génocides
a eu des répercussions sur le sol congolais, c'est ça? Exact, ça a eu des répercussions sur le sol congolais parce que nous avons vu des camps de déplacés comme dans le Kibumba. Il y a eu un grand camp de déplacés qui, à un moment donné, on a pourchassé toutes ces personnes-là qui ont été massacrées et qui devaient se déverser dans le parc et qui ont été poursuivies encore. Mais la population congolaise n'était pas aussi épargnée parce qu'on a même suivi ceux qui ont pris par générosité, par cet humanisme que nous avons, de personnes dans leur maison et qu'on devait leur pointer du doigt pour enlever tous ces réfugiés dans leur demeure. Ça veut dire que les Congolais ont payé aussi les prix de ces génocides. Alors, on se pose la question, question rwando-rwandais. Ça devient question rwando-rwandais-congolais. Merci Madame Denis Nézé, professeur Isidore Ndaïwel. 800 à 1 million de morts, 800 000, 1 million de morts, les génocides déclarés au Rwanda. En RDC, les chiffres sont alarmants. Plus de 10 millions de morts, on ne parle pas, sans parler de Kasika, à Kobola. Il y a eu beaucoup de massacres à grande échelle. Pas plus tard qu'on a parlé de Kishiché, des gens qui ont été enterrés vivants. Mais aujourd'hui, c'est un massacre qui est en train d'être perpétré sous silencio, comme disent les latinistes. On n'en parle pas trop. Qui doit décréter les génocides en RDC? Bon, il faut d'abord rappeler que le génocide, c'est une opération dans laquelle il y a l'intention de supprimer une espèce. Et dans la situation que nous vivons, il y a une véritable intention de diminuer, d'atténuer une population, à savoir la population congolaise. Et de ce fait-là, nous sommes effectivement dans une opération de génocide. C'est-à-dire, le Rwanda, avec sa surpopulation, a besoin des espaces. Et pour avoir ces espaces, il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est d'essayer de conquérir par la force des territoires congolais. Alors, on invente toutes sortes de discours historiques qui ne tiennent pas debout, mais surtout on agit. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la population soit détruite. Mais on fait en sorte qu'en les détruisant, il y ait un terrorisme, une atmosphère de terrorisme qui se crée. De sorte que lorsqu'il suffirait qu'on s'approche, la population fuit d'elle-même, laissant les espaces vides. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a des violences hors normes que nous constatons et dont nous ne comprenons pas toujours le sens. Donc c'est une guerre de conquête justement, des terres. Oui, parce que nous croyons que c'est du cynisme. C'est un cynisme calculé. C'est pour vous faire peur, afin que désormais vous sachiez que lorsque les troupes arrivent, il faut fuir. Et je voudrais dire, parce que je le dis chaque fois, que ce sont les Congolais eux-mêmes, nous-mêmes, malheureusement, nous participons à la pédagogie de violence. C'est-à-dire que nous prenons ces mêmes images, nous les diffusons dans tout le pays. De sorte que partout dans le pays, nous avons tous peur, où nous disons, nous pouvons nous aussi reproduire ces mêmes types de violences. Et 30 ans de guerre dans l'Est de la RDC, ça suffit, cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter de manière ferme. Parce que lorsqu'on parle du génocide rwandais, il faudrait dire que ce génocide a continué également jusqu'à l'année 98. Et si je vous comprends bien, professeur Ndaïwel, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont appelés à décréter les génocides de leurs compatriotes. On ne doit pas attendre que cela vienne de la communauté internationale, de la France, des États-Unis ou de notre pays occidental. Oui, et en plus, je voudrais ajouter que dans cette opération que nous avons eue de l'AFDEL et autres, le génocide
rwandais s'est poursuivi. Cette fois-ci, c'est en détruisant, n'est-ce pas, les populations Hutus, qui constituent toujours des populations rwandaises. Donc l'opération qui a commencé, il faut d'abord bien le dire, ça commence le 6 avril et pas le 7. Je ne sais pas pourquoi on exclut, n'est-ce pas, Habyarimana qui est mort le 6. D'ailleurs, avec un autre président, Cyprien Taryamira, qui est le président burundais. 2 chefs d'État qui meurent le 6 et ça n'émeut pas le monde entier. Et on dit que le génocide ne commence que le 7, mais ça commence le 6. Et donc il y a eu là des destructions qui se sont poursuivies au-delà du mois de juillet. Il faut que cela soit dit. Donc, il faudra peut-être préciser que, génocide en cascade. Professeur Ndayuel, il faudra peut-être préciser que le président Habyarimana est mort dans un crash d'avion. Son avion a reçu un missile venant de quelque part. Tout à fait. Il y a un attentat qui est bien connu. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas nommer celui qui a tiré le missile sur l'avion. Justement, ce sont là les nombreux secrets de cette situation que personne ne veut éclaircir. Il faut même rappeler que Habyarimana s'est rendu à Arusha pour signer un accord de paix, et cet accord avait été signé. Donc, vous voyez bien que malgré les ententes qui sont opérées, il y a d'autres agendas qui font que les choses aboutissent. D'ailleurs, je dois dire que cette réunion n'était même pas tellement sur le Rwanda, c'était sur la situation du Burundi. Parce qu'en 1993, Melchior Ndadaye venait d'être tué. Donc la réunion portait davantage sur le Burundi que sur le Rwanda. Mais lorsqu'ils se sont réunis là, ils ont évoqué le problème du Rwanda et Habyarimana a été obligé d'accepter et il a demandé de revenir le jour même parce qu'il ne voulait pas passer la nuit sur place. Et c'est alors que le drame est arrivé. Et le drame est arrivé. Professeur José Adolphe Voto, est-ce que la France aujourd'hui a une dette morale vis-à-vis du Rwanda? Parce que quand vous suivez l'actualité, la France venait de signer un accord économique avec les Rwandais de plus de 400 millions d'euros et l'opération turquoise a été un échec. Et les Français même le reconnaissent en disant que vous avez tout le moyen pour arrêter, stopper les génocides, mais il leur a manqué la volonté. Est-ce qu'aujourd'hui la France a une dette vis-à-vis du Rwanda, une dette morale? Dette morale, mais davantage la France est culpabilisée par le discours du Rwanda, de Kagame. Et la France a fléchi. Avant de répondre à cette question, vous avez posé une question tout à l'heure. Je voulais quand même y revenir avant de répondre à votre question. Est-ce que nous devons parler du génocide Tutsi ou du génocide du Rwandais? Je vais aller dans les chiffres simplement. Nous sommes à 1994. Ces chiffres, ces statistiques existent indépendamment du génocide. En 1994, il y a 6 500 000 Rwandais. Ils sont Hutus, Tutsis et Twa, dont, comme on l'a dit ici, 15% de Tutsis. Donc de 6 500 000, il y a 15% de Tutsis. Si vous faites la calcul, c'est autour de 900 000 Tutsis. Tous les Tutsis du Rwanda, 900 000. Donc, si ce calcul est bon, si nous disons qu'il y a eu génocide, il y a eu mort de Tutsis entre 800 000 et 1 million, donc on aurait tué tous les Tutsis, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a eu certes de génocide, il y a eu certes de Tutsis qui ont été tués, mais il y a aussi beaucoup de Hutus modérés, notamment Habyarimana. C'est ça la raison de sa mort. On a tué Habyarimana non seulement pour prendre le pouvoir, mais déjà Habyarimana était combattu en interne par des extrémistes Hutus qui pensaient qu'il ne pouvait pas composer avec les Tutsis. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de Hutus qui ont été tués, mais on n'en parle pas. Mais c'est injuste par rapport à ces Hutus-là de dire qu'il y a eu que le génocide Tutsi. Ça, c'est l'histoire. Venons-en aux Français. Moi, je crois que les Français, non seulement se reprochent le fait que
l'opération turquoise n'a pas réussi. Du moins, ils ont capitulé au lieu de créer un corridor ou bien une protection pour qu'on ne continue pas à tuer les Tutsis. Mais même jusqu'au camp des réfugiés, on a continué à tuer les Tutsis. Ça, c'est de un. Mais je crois que, est-ce que la France avait la capacité opérationnelle d'arrêter les génocides? Lorsqu'on sait que, c'est vrai que la France était très proche d'Abiyarimana, c'est la France qui soutenait Abiyarimana en coopération militaire, en armes, en avions, en conseillers techniques et tout. Mais est-ce que la France avait cette capacité d'arrêter cet élan? D'autant plus que cette dynamique qui partait déjà de l'Ouganda avec les Tutsis et qui visait déjà la RDC, moi je ne pense pas que la France était techniquement capable d'arrêter cette dynamique qui était voulue par les Américains. Mais le discours aujourd'hui, c'est que le Kagame est tellement subtil qu'il s'appuie sur le génocide pour culpabiliser la France. Et l'indicateur, c'est que la France, ça vaut culpabiliser, au point que, première chose, lorsque Kagame arrive au pouvoir, il craque la porte à la francophonie. Il impose l'anglais comme langue nationale au Rwanda. Et cela ne suffit pas. La France va fléchir les genoux pour ramener une Rwandaise à la tête de la francophonie. Vous voulez parler de Louise Mushikiwabo? Ce qui n'est pas compréhensible. Et donc, voilà combien la France fait la courbette. Mais je crois que, au fond, ce n'est pas à cause du Rwanda. La France se bat pour avoir sa place au soleil ou dans les pays des Grands Lacs. Sinon, ils vont tout perdre. Et c'est de la bonne manière, ça? Ben, on ne peut faire que la politique de ses moyens. Moïse Moussangana. Oui, je crois que quand on dit les chiffres, 10 millions, je crois que les gens ne réalisent pas. Je voudrais dire ceci. 10 millions de morts, ça voudrait dire le Congo-Brazzaville, la population du Congo-Brazzaville ajoutée à celle du Gabon. Donc ça voudrait dire quoi? Ces 10 millions de morts-là, il faut que les gens arrivent à voir ceci, que le Congo-Brazzaville et le Gabon n'existeraient plus. C'est ce que nous subissons. Je crois qu'il faut présenter des choses en ces termes-là, en ces images-là. Parce que quand on dit 10 millions, c'est un chiffre. Mais les gens n'arrivent pas à réaliser ça. La France, je crois que le professeur Ndayouel a dit peut-être quelque chose, il a survolé. Il n'est pas allé au bout de sa logique. Peut-être les grands esprits ont compris. La France, oui, elle veut se dédonner. Non, la France est en train de payer sa petitesse. Sa petitesse, oui, sur le plan du peuple, il faut le dire. Parce qu'au moment où le gouvernement français, Chirac, est au pouvoir, la France conçoit un programme, un plan dit stabilisation du Kivu. Mais on arrête la France. Mais qui arrête la France? C'est le président Bill Clinton qui dit arrêtez. Mais maintenant, la France est dans un autre deal avec le Rwanda. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la France, oui, veut se dédouaner, mais la France est en train d'utiliser aujourd'hui le Rwanda comme une légion étrangère. Parce qu'aujourd'hui, au Mozambique, la France, pour protéger ses intérêts en termes gaziers et consorts, mais utilise que l'armée. C'est l'armée rwandaise. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, l'Union européenne a même pu débourser 20 millions de dollars sous prétexte que vous avez la France en Centrafrique. La France qui a déjà perdu un peu dans le Sahel et qui risque de perdre même partout en Afrique. En Centrafrique. La France qui a abandonné la Centrafrique, qui est partie. Et par après, il y a eu de Russes. Mais qu'est-ce que la France fait? Il y a des Rwandais là aujourd'hui. Donc qui sont appuyés par la France. Il y a une double mission rwandaise en Centrafrique. Une mission dans le cas de la MINUSCA, je crois, si je ne me trompe pas. Et qui est le chef de mission? C'est une Rwandaise. Et puis, il y a une autre mission rwandaise
dans le cadre bilatéral. C'est là qui assure même la sécurité du président centrafricain et consort, mais qui constitue un danger pour nous. Parce que ces gens-là sont où? Ils sont en regard des territoires congolais. Ils sont en regard des territoires congolais. Ça voudrait dire quoi? Et vous avez appris, nous avons tous suivi, des anciens militaires rwandais dits démobilisés qui viennent faire des affaires en Centrafrique. Et il y a aussi un autre pays voisin qui est en train de cloner ça. Derrière tout ça, il y a des agendas. Oui, oui. Non, non, c'est ça. C'est pourquoi je disais que entre la France et le Rwanda, il y a maintenant un New Deal. Ce deal-là, c'est quoi? La France utilise l'armée rwandaise comme une légion étrangère. Donc pour cela, pour ces intérêts-là, il doit soutenir le Rwanda. Mais dans tout ça, c'est là où tout ça doit nous donner matière à réflexion, nous les Congolais. Mais dans cette histoire-là... En 30 secondes, rapidement. Oui, dans 30 secondes. Oui. Il y a... Kagame a dû se créer, a dû se faire un fonds de commerce avec le génocide. Il a vendu le génocide à telle enseigne qu'il y a 800 à 1 million de gens qui sont morts au Rwanda. Je condamne cette barbarie-là humaine, mais ce n'est pas une raison que cette barbarie-là soit un arbre qui cache un autre génocide à grande échelle ici au Congo. Donc voilà, donc au nom du génocide, on ne peut pas laisser un autre génocide se dérouler au Congo. Surtout que nous les Congolais, nous n'y sommes pour rien pour ce qui est arrivé au Rwanda. Les Congolais ne sont pour rien. Béni Nézé, est-ce que le génocide rwandais doit-il justifier un autre génocide en République démocratique du Congo? Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dirais non. Je dis vraiment non. Parce que d'abord, il faut comprendre qu'un génocide qui se passe dans un pays ne peut en aucun cas engager l'autre pays. Parce que la RDC jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, subit les effets 30 ans après, les du génocide rwandais. Ce n'est pas seulement que le pays où la RDC, la République démocratique du Congo, continue à subir, mais continue à vivre du jour au lendemain le génocide. Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler de ces 10 millions de morts, je veux dire, les chiffres là datent depuis 20 ans, 25 ans passés. Aujourd'hui, nous sommes à 30 ans. Ça veut dire, si on parle de ces 10 millions, on n'a pas mis Kishiché. On n'a pas mis les autres là, ici récemment, depuis M23-2. Depuis 2021, on n'a pas ajouté sur le 10 millions de morts. Alors qu'on a enregistré plus de 9 000 et plus qu'on a enregistré. Et je ne sais pas jusque maintenant, là, Fonarev peut nous donner encore des chiffres qu'il a à ajouter à ces 10 millions. Aujourd'hui, nous avons différentes formes de génocide au pays. Nous avons des enfants qui sont en train de faire aujourd'hui 3 ans sans aller à l'école. C'est une forme de génocide. Nous avons des personnes qui sont sans appui humanitaire dans des camps de déplacés avec des conditions atroces et la communauté internationale ne sait pas se décider ou venir en aide par rapport à ça. C'est aussi génocide au Congo. Et tout ça, c'est vrai, je reviens, je veux marier l'idée du professeur, mon aîné, qui a dit que c'est à nous, Congolais, aujourd'hui, de parler de notre génocide. Que la communauté internationale soit d'accord ou pas, parce que s'il faut aujourd'hui comprendre pourquoi Kagame a eu à vendre le génocide, c'est parce que c'est un lobby soutenu par la communauté internationale. C'est un lobby préparé pour maquiller la présence de Kagame chez nous au travers le M23 pour continuer ces massacres. Parce qu'il faut savoir, après AFDEL, si je peux le dire, je m'excuse, AFDEL. Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Voilà. Nous avons eu quoi? Nous avons eu FDLR. Nous avons eu CNDP. Tout ça, ce sont des personnes qui sont en train de faire quoi? Provoquer des massacres au Congo. Ce sont des génocides qu'on enregistre à échelle différente.
Alors on se pose la question aujourd'hui. Ce génocide qui s'est passé au Rwanda il y a 30 ans et qu'aujourd'hui nous avons vu et nous sommes en train de voir que toutes les chaînes télévisées ne font que parler de Kwiboka. On est en train d'acclamer, on est en train de revenir, parce que Kwiboka ça signifie, on revient, on commence à revoir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui nous, si je dois mettre 24 ans où on a accueilli les Tutsis et 30 ans que nous sommes en train de subir, ça fera 54 ans. Nous, ça dépasse les 100 jours. Ça veut dire nous, on pouvait faire l'anniversaire des 54 ans où on fait Kwiboka, si je peux le dire au Congo. Donc ça ne justifie pas. On se remémore. On se remémore. Ces Congolais. Et le Rwanda est financé par rapport à ça. Et le Rwanda, il est apparemment développé, parce que c'est un développement, il faut pas se voiler la face, un développement de sang. Des sangs des innocents congolais à cause de nos richesses, de nos minerais. Nous allons y revenir, professeur Ndayuel, puisque nous parlons du développement. 30 ans des génocides du Rwanda, les pays apparemment avancent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on présente le Rwanda comme étant une destination touristique, un pays vert, ainsi de suite. Mais en RDC, notamment dans la partie orientale, la partie est, c'est l'instabilité. Est-ce que quelle est l'attitude que doit avoir les Congolais lambda face à la communauté internationale qui continue à jeter des fleurs sur le Rwanda et qui s'était sur la situation de la RDC? Je pense que nous sommes en présence d'un développement qui reste fragile, qui reste artificiel. S'il y a un grand tourisme à partir du parc à Kagera, au Rwanda, nous savons que c'est tout simplement parce que nous sommes en train de détruire, ils sont en train de détruire le parc de Virunga. Là, ce sont les terroristes du M23 ainsi que les EDF. Non, depuis auparavant déjà, parce que les animaux, les gorilles des montagnes, ils passent, les deux parcs se trouvent côte à côte. Donc nous sommes là en présence de la même opération où il faut prendre les richesses du Congo et les utiliser comme étant les richesses rwandaises. Mais ce que je veux dire, pour répondre à votre question, c'est que tout en me félicitant du développement constaté pour le moment au Rwanda, je trouve que c'est artificiel tant qu'on n'intègre pas la composante Hutu. Et les Hutus ne se limitent pas au FDLR. Les Hutus, c'est toute une communauté et il y a énormément de réfugiés, une longue diaspora, une opposition très forte à l'étranger qui peut même faire craindre, et je veux bien que les Congolais y pensent déjà, si nous n'allons pas vivre dans les années qui viennent l'opportunité malheureuse d'accueillir maintenant les réfugiés Tutsis chassés du Rwanda par les Hutus. Donc il faut craindre ce retour de la manivelle qui est une chose possible. Donc vous présagez les revirements de la situation. Aujourd'hui c'est les Tutsis qui règnent, demain ça peut être les Hutus. Non, la communauté internationale ne rend pas service à la région. Si elle voulait lui rendre service, elle pourrait d'abord et avant tout aider le Rwanda à se réconcilier avec lui-même. C'est-à-dire faire en sorte que les différentes communautés du Rwanda puissent se trouver ensemble et trouver un modus vivendi qui correspond à leur situation. Or, pour le moment, on prend fait et cause pour les uns contre les autres. Et cette situation même divise le monde entier, parce que maintenant il y a ceux qui sont pour les Tutsis et ceux qui sont contre les Tutsis. Même sur le plan scientifique, il y a ceux qui sont pour la cause Tutsi et ceux qui sont pour la cause Hutu. C'est une situation dangereuse. Je pense que si on arrivait à une manière de cohabitation réelle
sans doute difficile mais réelle des Hutus Tutsis au Rwanda, ça réglerait beaucoup de choses pour l'ensemble des pays voisins, mais également pour la RDC. Donc, vous estimez que le dialogue doit d'abord commencer au sein même du Rwanda avant de l'étendre dans la région, c'est ça? S'agissant de la situation rwandaise, mais maintenant nous sommes dans une situation nouvelle, c'est que le Congo n'est plus à mesure d'aider le Rwanda, dans la mesure où les Rwandais ont créé une telle, je dirais, rejet d'eux-mêmes dans le cœur des Congolais il faut compter probablement un demi-siècle pour que les Congolais arrivent à des meilleurs sentiments vis-à-vis des Rwandais, à moins que les Rwandais officiellement puissent faire amende honorable pour ce qu'ils font au Congo, et ce qui n'est pas fait. Professeur José Adolphe Foto, nous sommes en train de terminer cette émission. Les génocides rwandais, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de non-dits derrière ces génocides. L'armée rwandaise qui pourchasse les Hutus jusqu'à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, qui pourchasse les Hutus jusqu'à Kinshasa, au-delà même des frontières. Les Hutus, 30 ans après, ceux-là qui étaient réfugiés dans l'Est, qui ne représentent plus un danger pour le Rwanda, parce que quand ils étaient réfugiés dans l'Est, les uns avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans après, c'est 60, 70 ans, 80 ans, et la plupart sont fatigués. Et les prétextes continuent à exister pour l'armée rwandaise et les supplétifs du M23. Que faut-il faire pour conjurer définitivement la guerre dans cette partie du pays? Nous sommes condamnés à vivre ensemble. La géographie a ses réalités. On ne va pas déplacer le Rwanda, on ne va pas déplacer le Congo. Et donc, nous avons toujours vécu ensemble. Les Rwandais et les Congolais ont toujours vécu ensemble. Combien de Rwandais ont étudié au Congo? Particulièrement des Tutsis. Parce que hier, ils étaient en exil. Et l'exil, c'était au Congo, essentiellement. Ils ont étudié dans nos universités. Donc, pour les Congolais qui est des natures hospitaliers, des natures vivant mieux avec le voisin... C'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une faiblesse. Une naïveté. Pas du tout. La situation que le Congo vit lui a été imposée. Qu'est-ce que les Rwandais vaut devant le Congo, entre nous? Tous, parce que cette guerre qui est imposée au Congo, il y a plusieurs agendas. Il en était décidé ainsi. Premièrement, le premier enjeu, c'est le retour des Tutsis au pouvoir à Kigali. Mais ça ne suffit pas. Ça devait se poursuivre jusqu'au départ de Mobutu. Et donc, chacun tire ses intérêts. Pour les firmes internationales, ces situations de trouble, c'est une occasion de piller le Congo. Au lieu de passer par la grande porte, faire les affaires avec le Congo. Est-ce que vous savez, Mobutu n'a pas connu le coltan. Est-ce que vous savez que les Américains ont commencé à exploiter le coltan déjà vers le 1959? Les documents existent. 47 même. Voilà. Les documents existent, ce n'est pas aujourd'hui. Et nous, les Congolais, on était ignorants. Et donc, d'une part, il faut que les Tutsis rentrent au pouvoir à Kigali, avec les deals que Kagame a eu avec ses formateurs américains. D'autre part, les firmes internationales rentrent là-dedans pour exploiter le Congo. Mais Kagame perd d'une pierre 2 ou 3 coups. Il dit, ça ne me suffit pas d'aider à exploiter les minéraux, mais il est placé comme un sous-traitant. On parle du développement du Rwanda par la commission de sous-traitance, mais il a besoin de terres. Et pour prendre ces terres-là, et là, vous rejoignez le professeur Ndayuel. La guerre que mène le Rwanda en RDC, c'est une guerre, la conquête des terres. Les minéraux, c'est à un niveau superficiel. Mais le Rwanda veut prendre des terres dans l'est du Congo. Et pour ça, il transpose les méthodes de génocide rwandais. Parce que le génocide, la méthode, c'était tuer atrocement. Faire mal, faire disparaître. Et ils importent cette méthode-là sur le territoire congolais pour éliminer les populations congolaises de l'Est afin qu'ils partent
et qui laissent les terres, ceux qui partent, et ceux qui partent doivent être marqués dans leur esprit, et ceux qui restent doivent être éliminés pour qu'on occupe des terres. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Lorsque Kagame revendique les terres de l'Est, lorsqu'il remet en question les sacro-saints principes de la non-révision des frontières et de la l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ce n'est plus un secret. Mais je crois que c'est des illusions. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis foncièrement convaincu que plus les années passent, plus les Congolais sont conscients que leur pays est menacé et ils sont déterminés pas un seul kilomètre de leur pays peut partir. Même, on parle maintenant de centimètres. Kilomètres, c'est beaucoup, pas un seul centimètre. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu que les générations qui viennent sont plus conscients que leur pays ne peut pas partir. Et c'est là où la communauté internationale commet une grosse erreur. J'irais parler ici que, vous savez, les Occidentaux sont très cyniques, permettez le terme. Ils sont versatiles. C'est quand même fort. Oui, ils sont versatiles selon les intérêts. Lorsque les Belges étaient les amis de Tutsi pendant la colonisation, pendant toutes ces années. Mais en 1959, lorsque les Tutsis commencent à revendiquer l'indépendance, ils deviennent les amis des Hutus et ils donnent le pouvoir aux Hutus. On ne sait pas demain ce qui va se passer avec tout ce que les Congolais vivent. Qu'est-ce qui va se passer demain? Donc c'est un monde d'intérêts. Ce sont les intérêts qui priment. Qu'est-ce qui va se passer demain? Il ne faut pas qu'on entretienne un autre génocide dans le Grand Lac. Il faut ramener la paix pour que nous tous nous puissions vivre ensemble. Mais cette paix-là doit d'abord être pour les terres congolaises dans l'intérêt du Congo. Je vais ici rappeler le discours de Sarkozy, encore la France, qui pense que le Congo a une gestion un peu floue de ses richesses, qu'à un moment, puisque le Rwanda est coincé, il faut qu'on pense à une gestion commune des terres et des richesses. Non. Nous savons que faire pour conjurer la guerre dans la partie Est. Ça fait 3 décennies. Il y a même des enfants qui sont nés dans les crépitements des balles et qui grandissent avec les bruits. Et que faire justement pour conjurer Deux petites choses avant de répondre à votre question. Je voudrais rebondir un peu sur ce que le professeur Nayuel a dit sur le développement, qui est pratiquement un maquillage. Vous voyez, aujourd'hui, les Occidentaux... Le développement du Rwanda, justement. Oui, du Rwanda. Veulent faire du Rwanda un hub, par exemple, de minéraux que le Rwanda ne possède pas. Notamment les minéraux critiques. Oui. Vous avez vu ce que même des députés français ont appelé accord de honte. L'accord signé entre Kigali et l'Union européenne sur la traçabilité des minéraux qu'ils ne possèdent pas. Des minéraux qu'ils ne possèdent pas. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les jours, parce que ça, le Rwanda va se battre pour ça, c'est là où nous devons aussi maintenant préparer une politique conséquente, parce que tant qu'il n'y aura pas ceux qui sont en train de penser Empire, Yima et consorts, le Rwanda va toujours faire, comme l'avait dit en son temps le professeur Bioya, paix à son âme, le Rwanda va toujours faire pour que la partie est du Congo soit toujours sa zone d'influence politique et économique. Et que faire justement pour mettre fin à ces cycles de violence? Nous devons aussi arriver, parce que là je commence même à atterrir dans votre question, il faut ôter au Rwanda certains prétextes, parce que quand le Rwanda parle de FDLR, par exemple, les FDLR, je l'ai dit au début de l'émission, que les FDLR ne sont pas venus, bien les Hutus, Interahamwe et consorts, ne sont pas venus au Congo à l'invitation du Zaïre à l'époque. Soit, le Rwanda trouve dans la présence de FDLR au Congo sa justification pour être au Congo. Mais posons-nous un peu quelques questions. Le FDLR, là, il y en avait combien? Il en reste combien? Parce que il faut vous imaginer que depuis l'indépendance, nous avons même insulté ce pays en dotant ce pays d'un général, d'un chef d'état-major général qui est étranger. Nous avons eu James Kabarebe comme chef d'état-major général des forces armées congolaises pendant une année. De 1900, je crois, d'août 1997 à presque août, à juillet 1998. Donc parce qu'eux poursuivaient les Hutus
Donc ils n'ont pas attaqué les Hutus. Ils occupent, ils dirigent l'armée, ils régentent notre armée et ils laissent les Hutus comme ça se déambuler dans le pays. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Les RCD et les Rwandais occupent l'est du pays, partant du nord Kivu, sud Kivu, Maniema, jusqu'à même une partie du Katanga, pendant 5 ans. Ils font la loi là-bas. Donc pendant ces 5 ans, ils ont regardé les Hutus comme leurs amis. Rien du tout. Quand on prend les 18 ans du régime passé, il y a des accords que nous décrions même aujourd'hui. Dans tous ces accords-là, autorisation a été donnée aux forces de la défense et de sécurité rwandaises d'entrer ici, de nettoyer. Ils n'ont toujours rien fait. Vous voulez parler des opérations conjointes, des opérations militaires conjointes? Prenez-le comme vous le voulez, mais il y a eu des opérations. En plus, si nous disons que parmi les milices Hutus et consorts, l'âge moyen du plus petit, c'était peut-être 15 ans. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Ça fait combien? Obama, il a 45 ans. Vous trouvez un soldat de 45 ans fort sur le terrain? Même alors, dans quelles conditions ces gens-là vivent pour conserver leurs capacités physiques, militaires et consorts? Donc vous comprenez que ce sont des prétextes que Kagame utilise parce qu'il a inculqué dans le mental des Occidentaux que les génocidaires, ce sont les Hutus, ce sont les FDLR, ils sont toujours au Congo, je vais aller les chercher. Ok. Et alors, comment changer je suis en face d'un grand historien. C'est une référence pour notre pays. Je voudrais que le professeur nous dise que depuis que les FDLR sont au Congo, ils ont déjà attaqué telle localité rwandaise, même occupé, même 1 cm². Depuis 30 ans, rien du tout. Mais en quoi ces gens-là constituent-ils une menace pour les Rwandais? Donc, cela voudrait dire quoi? Qu'aujourd'hui, s'il y a une vague de Hutus au Congo, ce sont des gens qui ont été rapatriés, recyclés, qu'on renvoie au Congo parce qu'il faut justifier la présence de ces gens-là au Congo pour donner prétexte à Kagame d'être au Congo. Vous dites recyclés, ils ont été formatés au Rwanda et renvoyés au Congo avec une mission. Mais oui. Mais oui. Je vais vous dire quelque chose. Une petite révélation, je ne sais pas. En 2005, je crois novembre ou décembre 2005, il y a une mission qui est instigée à l'époque par le vice-président de la République Rouberois. Il y a 11 journalistes congolais qui sont allés au Rwanda, dont moi. Mais on n'avait jamais compris qu'est-ce que nous avons été faire au Rwanda. Mais vous avez quand même embarqué je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit. Sans savoir mais on nous amène, nous avons voulu voir James Kabarebe. On dit non, on nous amène chez l'ambassadeur Sezibera. Mais Sezibera, pour nous convaincre de Hutu, il projetait des diapositives dans son bureau. Voilà, tel coin du Congo, telle force Hutu. À côté, tel régiment congolais, commandé par tel, par-ci, par-là. Mais pourquoi aujourd'hui les Rwandais ne se permettent plus de choses pareilles pour dire à la face du monde que voilà, il y a des Hutus au Congo, voilà, ils sont stationnés quelque part, ils sont commandés par celui-ci, ils ne sont pas capables de le faire 30 ans après. Donc ça veut dire que ce sont des prétextes et ça doit nous réveiller, nous les Congolais, pour effectivement aller dans le sens de ce que le professeur a dit, parce que les génocides que nous sommes en train de subir, c'est nous qui devons les définir et c'est nous qui devons faire accepter au monde que voilà ce que nous subissons, c'est un génocide. Voilà. Béni Nézé, votre réaction à chaud, que faire pour arrêter ces cycles de violence? 30 ans de guerre dans l'Est de la RDC, ça n'est trop, ça suffit. La première des choses à faire, c'est d'abord de demander à ce qu'au Rwanda qu'il y ait ces dialogues inter-rwandais. La deuxième des choses à faire, c'est de demander à Kagame, parce que le professeur venait de dire, nous sommes des voisins et nous ne pouvons rien changer. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vraiment condamnés, c'est ça. Mais on a déjà fourni d'efforts, de part et d'autre, des rapatriements et tout. Mais nous aimerions à ce que Kagame puisse vraiment nous donner des précisions d'adresse s'il y a, avec des statistiques près, nous déterminons telle place. Il y a autant de génocidaires qui restent, avec
beaucoup de précisions parce que en 2018, M. Karega sur Top Congo, l'ancien ambassadeur qui a été, du Rwanda au Congo, expulsé, a dit ceux qui sont là ne constituent pas un problème, ne représentent pas un danger. Je vais aller, il y a un rapport des Nations Unies qui a parlé de 5%. Maintenant, on s'est dit aujourd'hui, s'ils sont là, même les 5%, par cohabitation pacifique, parce que la paix du Rwanda, la paix du Congo, impacte aussi la paix au Rwanda. Tant que nous n'aurons pas la paix au Congo, ça signifie que le Rwanda ne sera jamais en paix. S'il faut parler du développement, le développement rwandais, c'est un développement apparent. Un développement de façade. Mais nous, qui sommes la source, qui devrions même être la source du développement de l'Afrique centrale, nous sommes coincés parce qu'à un moment donné, le Rwanda se pense être expert ou les plus extraordinaires des Africains, mais ne sachant pas que l'Afrique reste aux Africains et ne peut être transformée que par des Africains. Professeur Ndaiwel, nous terminons cette émission avec vous. Que faire? Prenez le micro. Que faire justement pour mettre fin à ce cycle de violence? Je voudrais redire ce que les collègues ont dit. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous avons toujours vécu ensemble. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le Congo, pays de Lumumba, nous croyons au panafricanisme. Le panafricanisme a toujours été pour nous quelque chose de très important. Mais il se trouve que le gouvernement rwandais actuel, parce qu'il s'agit, il faut bien déterminer la chose, mène une politique d'une situation ni guerre ni paix. Et nous savons très bien que dans cette logique-là, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait dans la région, n'est-ce pas, à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, à Walikale et tout ça, il faut qu'il y ait une situation de guerre larvée. Parce que cette situation-là permet l'exploitation sauvage des minerais. Et professeur, si vous dites ça, quelles sont les chances que vous donnez aux différents pour parler des pays qui sont organisés à Luanda, à Nairobi et dans plusieurs capitales africaines? Bon, ça sera des actions ponctuelles, momentanées, mais je crois que fondamentalement, je crains que le problème est autre. Le problème est autre. Le problème est ailleurs, professeur Voto? Que faire? Tout en privilégiant la paix, la diplomatie. Cela n'empêche pas que le Congo continue à s'organiser militairement. Parce qu'après tout ce que nous avons vécu, nous ne comptons plus sur la bonne foi des Kagame. Nous ne comptons même plus sur la sincérité de la communauté internationale. Et en tant que nation, le Congo doit se défendre. Et les filles du Congo doivent s'élever et prendre des dispositions pour que leurs frontières soient sécurisées et que leurs biens soient sécurisés. Je vois Moussa est en train de bouger la tête, il est en train d'acquiescer. Non, j'appréciais, c'était juste pour dire que les choses changeront peut-être le jour où nous comprendrons les langages que Kagame comprend le mieux. Voilà. C'est lequel? Je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous refermons cette première émission qui rentre dans la série d'émissions qui seront organisées sur les antennes de la télévision nationale et des chaînes partenaires sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et son incidence dans la région des Grands Lacs. Merci donc à tous mes invités, au professeur José Adolphe Voto, merci à Moïse Moussangana, merci au professeur Isidore Ndaiwel Nziem, un historien des renom.
C'est l'aîné de nous tous ici. Merci à Madame Béni Nézé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prochain rendez-vous au prochain numéro. Merci, au revoir. Publicité. Day by Day, une gamme de soins hydratants pour les petits et les grands, pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Le lait Day by Day existe en 4 senteurs. Monaco Kembi sa transparence. Chaque fin de l'année, par contre, Sensap et Zalaka certifié par un cabinet d'audit externe international. Il y a catégorie Big Four. Principe, il y a 4 missions. 5 signatures requises pour tout paiement. Vivez la réforme du secteur public, initiée par le chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce les réformes, la définition publique avec la promulgation de la loi numéro 22 par 031. Du 15 juillet 2022. Portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP. Gestion fiduciaire collégiale, on a géré excédent financier Nabiso. Nous en a 5 niveaux de validation. Unité de placement, comité d'investissement, comité de placement des excédents financiers, bas syndicaliste et à fonction publique, étape et à Souka, Yemoko tutelle, son excellence VPM Jean-Pierre Liaou. Des locaux de l'Institut de recherches économiques et sociales de l'Université de Kinshasa, réhabilités et équipés en matériels informatiques ainsi qu'en mobilier grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF à travers son projet d'appui à la relance de l'économie congolaise. À la douane congolaise, son directeur général adjoint en charge des questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, vient de représenter l'autorité douanière nationale aux conférences de la Fédération des entreprises du Congo FEC à l'occasion de ses 50 ans